Chapitre 4. Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du proton. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment déterminer les groupes caractéristiques présents sur une molécule à l'aide de son spectre infrarouge. Cependant, cette méthode ne permettait pas de déterminer la structure du squelette carboné. Pour cela, il faut donc passer par une nouvelle méthode, la RMN, la résonance magnétique nucléaire. Pour comprendre le principe de ces techniques, commençons par un peu de théorie. Certains atomes, ou plus précisément certains noyaux, se comportent comme des aimants permanents. Elles ont un moment magnétique que l'on appelle leur spin et qui est une propriété quantique liée à la structure du noyau. C'est notamment le cas de l'atome d'hydrogène, l'atome le plus simple de la classification, qui est constitué d'un unique proton et d'un électron, d'où le nom spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du proton. Ce genre de noyau, et plus généralement n'importe quel aimant, comme ici une boussole, s'aligne avec les lignes de champ magnétique. Cet alignement s'accompagne d'une oscillation. C'est la résonance magnétique. Ici, quand on ferme l'interrupteur, la boussole s'aligne avec les lignes de champ produites par la bobine. Quand on réouvre l'interrupteur, le champ magnétique s'arrête et, au bout de quelques instants, la boussole a repris sa position initiale. Cette position initiale est reprise par oscillation. La fréquence d'oscillation des atomes dépend du champ magnétique et surtout de leur environnement. On l'appelle la fréquence de résonance. Elle dépend des atomes proches et des électrons, plus généralement de tout ce qui dans les parages possède une charge électrique et éventuellement un moment magnétique qui peut venir perturber le champ magnétique. Quand on trace un spectre RMN, on mesure simplement les fréquences auxquelles peuvent résonner chacun des atomes d'hydrogène de la molécule. Voyons maintenant comment interpréter un spectre RMN. Déjà, à quoi ça ressemble un spectre RMN? Eh bien, il est très simple de les reconnaître. C'est plat, avec des pics vers le haut. Voici 4 spectres RMN. Vous pouvez constater une ligne basse avec quelques pics très fins et plutôt espacés. Ça, ce n'est pas un spectre RMN, c'est un spectre infrarouge. La différence est facile à faire. En ordonnée, sur ce genre de spectre, on trouve une intensité sur une unité qui nous intéressera très peu, car elle dépend de l'appareil. En abscisse, l'axe est gradué en ppm, pour partie par million. En effet, la fréquence de résonance est mesurée, rapportée à une fréquence de référence qui dépend de l'appareil. C'est donc les millionièmes de décalage entre la fréquence de résonance et la fréquence de référence qui vont nous intéresser. D'où l'appellation partie par million. Attention, l'axe des abscisses est gradué de droite à gauche. Ce qui nous intéresse en RMN, ce sont les massifs. Un massif est un pic ou un groupe de pics très rapprochés dans le spectre RMN. Ici, on constate la présence de 3 massifs. Un à gauche avec 4 pics, un au centre avec 1 pic, un à droite avec 3 pics. Chaque massif correspond à un groupe d'atomes d'hydrogène qui sont équivalents et qui sont interchangeables par rotation autour d'une liaison. Sur cette molécule d'éthanol, les 3 atomes d'hydrogène à droite sont équivalents. On peut passer de l'un à l'autre en tournant autour de la liaison carbone-carbone. L'intégration d'un massif est la surface sous celui-ci. Elle est proportionnelle au nombre d'atomes d'hydrogène équivalents dans le groupe. Elle vous sera très souvent donnée soit directement sur le graphe, comme ici, soit sur une table à côté. Ici, le massif de droite a une intégration de 3. Il correspond donc à un groupe de 3 atomes équivalents, c'est-à-dire le groupe d'atomes d'hydrogène de droite dont on parlait tout à l'heure. La deuxième chose qui va nous intéresser dans un spectre RMN, c'est la position des massifs. La position des massifs s'appelle le déplacement chimique, et elle dépend de l'entourage de l'atome d'hydrogène. Certains groupes sont associés à un déplacement chimique particulier, on trouvera des tables de déplacement chimique comme on peut trouver des tables d'absorption pour l'infrarouge. Toutefois, sachez que les atomes électronégatifs augmentent le déplacement chimique des hydrogènes situés sur les carbones proches. Voici le spectre du pentanol. Voici la molécule de pentanol sur laquelle on a noté pour chaque groupe d'hydrogène équivalent le déplacement chimique associé. Vous constatez que l'atome d'oxygène tout à droite augmente le déplacement chimique des atomes d'hydrogène proches. Le plus proche a un déplacement chimique de 3,6, tandis que le plus lointain a seulement un déplacement chimique de 0,9. Celui donc à 3,6 sera tout à gauche dans le spectre, et celui à 0,9 le plus à droite. Souvenez-vous, les spectres sont gradués de droite à gauche. La dernière chose qui va nous intéresser dans un spectre RMN est la multiplicité des massifs, c'est-à-dire le nombre de pics à l'intérieur. Un singulier pour un seul pic, un doublé pour 2 pics, un triplé pour 3 pics et un quadruplé pour 4 pics. Voici ce à quoi ressemblent les massifs en question. Singulier, doublé, triplé, quadruplé ou hepté. Notez d'ailleurs que le pic central est toujours le pic le plus haut.
La multiplicité est liée au nombre d'atomes d'hydrogène couplés avec ceux du massif. Deux atomes d'hydrogène sont couplés s'ils sont séparés par deux atomes de carbone. Voici par exemple la molécule d'éthanoate d'éthyle. On constate la présence à droite de deux groupes d'atomes d'hydrogène équivalents, un groupe A2 et un groupe A3. Le groupe A3 est couplé aux deux atomes du groupe A2, tandis que le groupe A2 est couplé aux trois atomes du groupe A3. Cependant, à gauche, les trois atomes ici sont isolés, car ils sont trop loin des autres atomes de la molécule. Un groupe couplé à n atomes d'hydrogène produira toujours un massif à n plus 1 pic. Reprenons cet exemple. Ces trois atomes d'hydrogène entourés en vert ne sont couplés à aucun atome. Ils produisent donc un pic unique, puisque 0 plus 1 donne un pic. Ceux-ci sont couplés à trois atomes d'hydrogène. Ils produisent donc un massif à 3 plus 1, 4 pics, un quadruplé. L'RMN en pratique ça ressemble à quoi? C'est essentiellement un très gros aimant. Et qui dit champ magnétique très puissant, dit écarter tous les objets métalliques et même tous les objets électriques. Pour produire des champs magnétiques aussi puissants, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des bobines supraconductrices, et donc de refroidir ces bobines à des températures glaciales, de l'ordre de 4 Kelvin, c'est-à-dire moins 269 degrés Celsius. À l'intérieur d'un spectre RMN, de la taille de celui que vous voyez sur la photo, on peut mettre que des échantillons tout petits, d'ailleurs pas besoin de beaucoup plus, de 0,5 ml environ. Le travail sur ce genre de spectromètre RMN occupe généralement un technicien à temps plein pour l'entretien et la manipulation de l'appareil. Mais la plus belle application de la RMN se fait en médecine. C'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Cependant, le terme de nucléaire faisant peur aux patients, on a préféré l'ôter et on ne garde que les initiales IRM. Mais quand vous mettez la tête à l'intérieur d'un spectro, ou n'importe quelle autre partie du corps, vous faites en fait de la RMN de cette partie du corps, mais toujours de la RMN du proton. Enfin, en chimie évidemment, la RMN permet de déterminer la structure d'un composé, la nature de ce composé, de vérifier les degrés de pureté, de déterminer la forme d'une molécule, c'est très utile pour les protéines en chimie, mais on peut aussi faire la RMN de d'autres atomes, le carbone 13, le fluor 19. Ces atomes étant plus rares dans la nature et parfois radioactifs, on préfère, et beaucoup plus simple, de faire la RMN du proton. L'autre avantage de la RMN, c'est que c'est une méthode non destructive. Si vous avez produit très peu d'échantillons de votre molécule, vous n'avez pas forcément envie de la détruire pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et bien la RMN vous permet de faire cela. Enfin, la RMN est quelque chose de très informatif et aussi de très configurable. C'est une des avancées les plus importantes de la chimie du XXe siècle.